Emmanuel Le Chypre. Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition estivale de Grand Paris, édition estivale certes, mais qui va nous conduire dans les couloirs des hôpitaux, ou plutôt dans leurs caisses aussi, on verra, puisque nous reviendrons sur l'initiative de l'AP-HP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, le souhait, son ambition plutôt, d'attirer des patients étrangers. Et puis en dernière partie, pour notre partie culture, nous irons voir ce qui se prépare pour la nuit des étoiles au musée de l'air et de l'espace. Mais tout de suite, on redescend sur Terre, donc avec nos trois invités. Nous avons le plaisir d'accueillir René Caillet. René Caillet, bonjour. Vous êtes responsable du pôle sanitaire de la FHF. FHF pour Fédération Hospitalière de France. Lamine Garbi, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, président de la FHP-MCO, la Fédération de l'hospitalisation privée, médecine, chirurgie, obstétrique. Et puis avec nous aussi Patrick Pelloux. Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour monsieur. Vous êtes président de l'Association des médecins urgentistes de France, auteur aussi de Urgence, si vous saviez, chronique du SAMU aux éditions du Cherche Midi, chronique assez saisissante. Merci. Alors d'abord, on va faire un petit tour de table, juste pour voir un petit peu quel regard vous portez finalement sur cette initiative. On rappelle donc que l'AP-HP a annoncé son ambition de vouloir attirer des patients étrangers à un moment où ce qu'on appelle finalement le tourisme médical est dans le monde en pleine expansion. Alors peut-être René Caillet, qu'est-ce que vous en pensez vous de cette initiative ? Je voudrais rappeler juste que la Fédération hospitalière de France représente l'ensemble des établissements publics, que ce soit de santé public, absolument. Sociaux. Donc 1 millier d'hôpitaux et 2200 maisons de retraite. Donc la situation de l'AP de Paris, qui est le plus gros établissement français, a forcément attiré notre attention. Il ne s'agit pas forcément d'un sujet nouveau. Depuis de nombreuses années, les hôpitaux parisiens en particulier, mais aussi certains CHU attirent des patients étrangers. Et on a Lyon-Marseille. Il y a une question qui est récurrente sur faut-il accueillir ces patients, dans quelles conditions ? Ça se fait de toute façon depuis des années. L'initiative de l'AP de Paris, c'est d'essayer, et ça lui appartient, je ne veux pas commenter les méthodes, les choix de gestion qui ont été faits récemment, ça fait débat aussi, mais l'idée c'est d'avoir un développement des recettes de l'AP de Paris dans un contexte, c'est celui de la tarification à l'activité qu'on connaît et qui conduit nécessairement les hôpitaux, comme les cliniques d'ailleurs, à maximiser leurs recettes. C'est un débat en soi. Donc ce sujet pour moi n'est pas totalement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y ait une volonté de l'organiser. On peut se réjouir quand même en passant que la médecine française, les équipes de soins soient reconnues de par le monde et que si on entend certains commentateurs, l'hospitalisation publique française est bien moins coûteuse que celle de pays qui sont en termes de qualité comparables. Bon, après, ceci mérite évidemment débat et questions, mais je ne pouvais pas laisser passer le débat sans démarrer là-dessus. Patrick Pelloux, vous, c'est une bonne idée finalement de promouvoir cette excellence de la médecine française. Moi j'ai toujours beaucoup d'affection pour les chargés de communication qui envoient un tel communiqué de presse en plein été. Je trouve qu'ils sont sans doute des poètes. Écoutez, il y a déjà donc en termes de communication, c'est catastrophique. Parce que ça veut dire qu'on va aller chercher des gens très riches pour finalement leur faire une espèce de circuit personnel. Pendant ce temps-là, vous avez des dizaines de personnes qui attendent sur des brancards aux urgences, dans des files d'attente, dans des filières qui ne sont pas organisées, et où on nous dit sans arrêt qu'il n'y a pas assez de moyens et que donc on ferme des lits. Donc on a l'impression que nos concitoyens, ceux qui vivent en France, étrangers ou pas, je vais y revenir, sont finalement, ils doivent être comme le tout venant, quoi, à la queue, Et puis que ceux qui vont avoir une carte business class, eux, il y aura de la place. On nous fait croire. Ce qu'on dit, c'est quand même que tout ça sera programmé, oui, ce seront des... Ouais. Écoutez, non, la multiplication des lits par la programmation n'a jamais existé. D'accord ? Ce qui veut dire que ça va être des filières qui vont être prises. Je sais parfaitement qu'un certain nombre de grandes sommités vont se précipiter sur ces personnes tout à fait richissimes pour pouvoir faire les beaux et bien les soigner. Ils seront très bien soignés parce que de toute façon en France pour l'instant tout le monde est relativement bien soigné, on va dire. Le problème c'est l'accès aux soins. Dernier point, combien ça va rapporter ? Alors là c'est intéressant parce que quand vous voulez placer dans certains services des malades dits étrangers qui ont l'aide médicale d'État, c'est-à-dire qu'en fait on garantit et l'État garantit leurs soins. Ils sont malvenus parce qu'ils sont pauvres.
Donc il y a des services, il ne faut pas les prendre. Bon. Et puis, vous avez des personnes, lorsqu'ils passent à Paris et qu'ils ont, ou des familles assez modestes, qui viennent de pays qui ne sont pas très lointains et qui tombent malades, on leur demande immédiatement des garanties. Et puis, vous avez les étrangers dont on ne parle jamais, les diplomates. Alors là, parlez-en aux caisses de l'assistance publique, parlez-en à Bercy, les sommes d'argent que ces diplomates doivent aux hôpitaux français et qu'ils ne payent jamais. Alors que l'assistance publique passe par une boîte, on se croirait dans les tontons flingueurs, hein, il passe par une boîte qui va leur faire de la retape au Liban pour ramener des gens richissimes, moi, ça reste un mystère. Donc j'y crois pas et je crois que c'est une erreur de communication. Lamine Garbi, vous, votre avis? C'est amusant ce débat, effectivement, public-public. Le privé, depuis des années, a mis en place une filière également, mais c'était pour les patients anglais, parce qu'il y avait de longues listes d'attente, donc c'était pour raccourcir les listes d'attente, et c'est vrai qu'on a été un petit peu précurseur, et je suis ravi quand même de voir que le public fait un peu aussi de la gestion et développe son chiffre d'affaires, effectivement, comme le disait Patrick, avec des cartes peut-être Vital, Gold, Platinum, et c'est peut-être un petit peu choquant, et je vous rejoins là-dessus. Dire également que je représente 600 cliniques MCO, médecine chirurgie obstétrique, et c'est important parce que vous parlez des urgences, le privé c'est 134 services d'urgence. Je sais. 2 millions de patients par an. Bien sûr. Et je sens un problème important dans la sémantique. C'est-à-dire que vous réclamez des lits, des moyens, je vous suis d'accord avec vous, et nous on réclame des autorisations qu'on nous refuse. Alors d'un côté, vous êtes saturé, et c'est vrai. Moi je suis originaire de Montpellier. Montpellier c'est un beau CHU, magnifique, 120 000 urgences. Le privé c'est 60 000 urgences. Nous réclamons, nous aussi, des ouvertures, et ça passe peut-être aussi, on va l'aborder, vers une régularisation de ces agréments que nous revendiquons, parce que vous n'avez pas l'apanage des urgences et nous devons être complémentaires là-dessus. Ça me semble important. Et est-ce que vous vous sentez pas plus à l'aise quand même avec finalement la possibilité de gérer ces différentes clientèles, avec traiter les urgences et puis aussi avoir une clientèle après tout, alors appelons-la premium, appelons-la haut de gamme. J'aime pas ce terme, c'est un terme qui est galvaudé. Nous prenons en charge l'ensemble de la population française. Le privé, c'est 8 millions d'assurés sociaux qui viennent dans les établissements. 8 millions, dont 25% de CMU. Donc on arrête de dire effectivement que nous prenons que des patients riches. C'est pas le cas, c'est pas le terme. Et les urgences sont importantes et le démontrent tous les jours. Donc effectivement, nous voulons également revendiquer les missions de service public. Et vous parliez de la loi HPST, le bilan de la loi Bachelot. J'espère qu'elle ne va pas être enterrée, parce que c'est vrai que les gouvernements se suivent. On y reviendra. Et essayent toujours de casser ce qu'ont fait les précédents, mais elle a ouvert le privé vers la mission de service public. Et c'était intéressant, cette approche. C'est novateur. C'est pas Roselyne Bachelot qui a permis d'ouvrir l'accord des missions de service public. Je pense que, d'ailleurs, vous êtes assez... ou alors c'est de l'autodérision, mais vous faisiez déjà des missions de service public. Les internes, pas trop, c'est nouveau. Non, mais la formation des internes. Non, mais ça c'est autre chose. Je ne comprends toujours pas pourquoi les professeurs universitaires des services de médecine publique ont laissé partir les internes dans le privé. Mais ça les regarde, soit. Mais il y a, en effet, il y a des urgentistes, des services d'urgence privés qui font un travail de qualité. Il y a pas de doute là-dessus. C'est une évolution quand même assez récente des cliniques. Oui. C'est assez récent. Dizaine d'années. Ce qui est intéressant, c'est que justement, cette médecine d'urgence qui est donc non programmée, qui est montrée du doigt souvent en disant ça ramène les pauvres, les clochards, ceux dont on personne ne veut, etc., les cliniques privées ont montré qu'on pouvait en faire des filières. Que finalement, ça pouvait donner non seulement du travail, parce qu'en effet, c'est tous des patients traumatologiques, etc., qui arrivent, donc ça fait tourner les blocs d'orthopédie, etc. Ça assure aussi la permanence de soins, donc une qualité d'offre de soins, etc. Ce que le service public, dans un certain nombre d'établissements, et je dirais que c'est surtout les CHU qui n'ont toujours pas compris, justement, la valence et le plus d'avoir un accueil de qualité et des moyens dans les urgences. Quand on demande des moyens, c'est très ciblé, c'est pas partout, c'est très ciblé. On sait qu'il y a un certain nombre d'hôpitaux qui manquent de moyens cruellement. On sait qu'il y a des hôpitaux où tant que vous n'aurez pas des changements radicaux à la tête des services et à la tête des directions, ça ne marchera jamais. C'est comme ça. Merci beaucoup Patrick Pelloux. Allez, on s'arrête, on marque une première pause. « 15h, 18h sur BFM Business, Intégral Bourse. La bourse comme si vous y étiez. Intégral Bourse. Vivez en direct l'ouverture à Wall Street et la clôture à Paris. Intégral Bourse, les réactions des analystes minute par minute. Et à 17h, le club de la bourse. Les meilleurs gérants commentent la séance du jour. Intégral Bourse. 15h, 18h. 100% bourse, 100% BFM Business.
Il est 14h14, nouveau point sur les marchés sur BFM Business, des marchés très hésitants aujourd'hui, un CAC 40 en très léger repli, moins 0,2%, 3431 points, on se cherche une tendance et on ne la trouve pas. Et c'est pareil aussi sur les autres places européennes, pas de réelle direction. Il faut dire que les investisseurs sont vraiment absents. Là, c'est vraiment le mois d'août, on le sent. Les volumes d'échange très faibles, à peine 1 milliard d'euros échangés depuis l'ouverture aujourd'hui du CAC 40. Côté valeur quand même, quelques variations intéressantes. Tiens, Michelin est lanterne rouge à l'instant du CAC 40 et perd 2,4%, 56,76 €, Michelin. GDF Suez de son côté subit l'arrêt de 2 réacteurs nucléaires en Belgique en raison de possibles problèmes de sécurité, des possibles fissures dans les cuves. GDF Suez perd 2,2% à 19,26 €. En revanche à la hausse, AXA qui gagne 1,8%. Il y a une note positive en effet de Morgan Stanley sur AXA. Morgan Stanley juge qu'AXA est le meilleur titre sur le secteur des assurances. AXA donc privilégié par Morgan Stanley. Le titre est en tête du CAC 40 dans un marché en baisse, moins 0,2 sur le CAC. Les futurs américains reculent aussi un peu, moins 0,2 pour le S&P 500 futurs. BFM Business, Grand Paris, Emmanuel Le Chypre. On retrouve nos 3 invités pour parler de l'hôpital. Donc René Caillet, responsable du pôle sanitaire de la Fédération hospitalière de France. Patrick Pelou, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Et Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. On vous a pas mis privé d'un côté, public de l'autre. Médecin MCO pour évidemment médecine, chirurgie, obstétrique. Alors quand même, revenons juste sur l'aspect financier, parce que on a beaucoup parlé de toute la symbolique autour de cette idée d'attirer les patients étrangers, mais financièrement, quand on voit les chiffres évoqués, ça représente quand même pas grand-chose. On parle de 20 millions d'euros à peu près sur un déficit qui atteindra à peu près cette année 70 millions. À peu près. Oui, c'est relativement modeste, faut bien le dire. On parle en pour mille d'un budget, et même quand je dis en pour mille, c'est dans une projection. Donc je pense que le sujet doit être mis dans sa vraie dimension. Tout à l'heure, il a été mis en perspective, et pourquoi pas. Je crois qu'il y a vraiment un sujet qui peut être posé, effectivement, d'accès aux soins, d'équité de traitement. Je pense qu'effectivement, il faut peut-être aussi remettre ces choses-là dans leur juste dimension. Il ne faut pas que ça devienne un système, effectivement, et une filière. C'est un risque, je suis d'accord. C'est évident. L'évaluation doit être faite, ça doit être bordé. Je pense que l'AP de Paris y a déjà pensé, ils ont déjà donné des éléments, ils sont peut-être pas suffisants aux yeux de tout le monde. Maintenant, c'est pas non plus l'occasion. Je pense qu'il faut faire attention. Ça doit pas être l'occasion de jeter le bébé avec l'eau du bain. L'accès de tous, 24 heures sur 24, en permanence, dans des conditions de service public équitables, est assuré dans ce pays largement sur l'appui et sur la base des structures hospitalières publiques. Les systèmes d'urgence qui sont proposés sont perfectibles, c'est clair. Je ne vais pas dire à notre ami Patrick Pelou que c'est pas le cas. Mais il ne faut pas non plus, je dirais, noircir le tableau au-delà du réel. Évidemment. Voilà. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, on a un exemple où ils sont dans les hôpitaux publics, enfin dans certains, notamment puisqu'on parle de l'assistance publique, de faire le ménage concernant les consultations privées. Ce que je trouve totalement à l'antithèse de l'exercice du service public, ce qui est pour moi une nouvelle forme de corruption. Mais si vous voulez, à la limite, ils auraient un système qui soit vraiment encadré, où il n'y avait pas de dépassement, où la loi serait respectée, et vous avez 90% de ceux qui font des activités privées à l'assistance publique qui respectent la loi, mais vous en avez 10% qui font ce qu'ils veulent. Ils sont incapables depuis des années de faire le gendarme et de dire vous ça suffit, sinon vous partez. Donc d'un coup ils nous disent on va faire venir des émirs comme ça, des gens avec couvert d'or, on a l'impression d'entendre du Molière. Enfin il y a comme ça, il y a le grand duc qui va arriver, ça va être génial. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas comment ça marchera. C'est vrai que la France accueille déjà depuis bien longtemps des personnes du monde entier pour les soigner. Vous avez même, et on n'en parle pas, il ne faut pas l'oublier, des tas d'associations qui soignent des gens, qui font venir en France pour les soigner, etc. Il y a une coopération, je trouve que l'affichage, là encore, est mauvais. Et on en revient à quelque chose qui est le fondement même de cette crise, c'est la mise en place de la tarification à l'activité, qui a été l'une des plus grandes erreurs des 10 dernières années. Et il va falloir revenir dessus, comme ça a été dit d'ailleurs récemment dans différents rapports, y compris par le Sénat.
Alors, oui. J'ai du mal à comprendre que la tarification à l'activité soit une mauvaise chose pour le public. Depuis qu'elle a été mise en place depuis 5 ans, depuis 5 ans où vous l'appliquez, vous gagnez des parts de marché en chirurgie. Vous travaillez plus et vous travaillez certainement mieux parce que vous avez appris à facturer et vous avez appris à gérer un budget alors qu'avant vous étiez en budget global. Donc je suis vraiment surpris que... Non, nous étions en prix de journée. Donc déjà, nous étions à l'activité. Le budget global n'était pas l'apanage du secteur privé. Donc je suis surpris que vous remettiez en cause la tarification à l'activité. Depuis 5 ans, elle vous est excessivement favorable. C'est un fait, vous gagnez des parts de marché. Non, on n'a jamais perdu autant de lits de chirurgie, il n'y a jamais eu autant de restructuration. Récemment encore, on a fermé la chirurgie, passé 22 heures dans un centre. D'ailleurs, il y a un certain nombre de cliniques privées qui ont gueulé, et il y a eu une recomposition qui est faite. Donc non, on perd. Cette tarification à l'activité, elle est inflationniste. On a fait croire que travailler plus rapporterait plus aux établissements. Or, c'est faux, et vous le savez pertinemment, puisque d'un coup, ils ont baissé un certain nombre de tarifications. Donc moi, je me souviens très bien, il y a des services d'ailleurs, à propos des codifications, qui se sont dit, on va coder que des vésicules biliaires compliqués, pour faire simple. Je fais simple sur le vocabulaire. Ça, c'est de la fraude. D'accord. Vous avez l'hôpital de Dijon, par exemple, qui a été montré du doigt. La sécurité sociale est arrivée, ils leur ont demandé un rattrapage. Bon, donc du coup, et même d'ailleurs ceux qui codaient ne savaient pas qu'en codant comme ça, ils étaient fraudeurs. Voilà. Donc on a fait des règles du jeu qui étaient des règles du jeu inflationniste. Ce n'est pas ça qu'il faut. René Caillet sur la... Je crois qu'on parle... Là, il faudrait peut-être ordonner le discours parce qu'on parle de deux choses qui sont un peu différentes. Lamine Garbi parle de l'évolution globale de l'activité et c'est vrai que l'hôpital public, ces dernières années, a augmenté relativement sa part d'activité dans les activités globales puisque, en termes de chiffres, on est passé de 47 à 52% de l'activité de chirurgie dans l'hôpital public, et on est passé de 79 à 82% en médecine, et on est passé de 70 à 73 en maternité, à peu de choses près. Ça, c'est vrai. De notre côté, ce qui est vrai aussi, c'est que sous l'impact de ce nouveau système de tarification, là, on n'a pas appris à gérer quand même, Lamine, sois gentil, on a changé de système de gestion, on avait un système d'enveloppe qui n'était pas stimulant, on va dire ça comme ça, c'est vrai, mais on savait le gérer aussi. Maintenant, on est dans un système de tarification à l'activité qui peut pousser à l'inflation. On est d'accord aussi. Ah oui. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire de faux débats là où il n'y en a pas. Oui. Là où on est tous d'accord avec la MEX du Sénat, c'est qu'il faut que ce système change. Il est à bout de souffle. Il a atteint ses limites. Il conduit à une inflation d'actes. Il conduit à une concurrence inutile entre les acteurs. Il interdit les coopérations. Bref, il y a un moment donné... il ne permet pas de développer un parcours du patient correct. Exactement. Et puis en passant, ça n'aide pas le fonctionnement des urgences. Exactement. On comprenne une chose. Lamine Garbi, on comprenne une chose parce qu'on parle de tarification à l'activité, on a l'impression qu'on a le même tarif. Et dans, je dirais, l'esprit de nos concitoyens, le privé coûte plus cher à la collectivité que le public. C'est un peu l'image qu'on a. Le privé coûte plus cher. Alors qu'en fait, c'est 28% de moins. Oui. Donc, c'est important de le dire. Parce que 28%, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une prothèse de hanche, avec des honoraires et les dépassements d'honoraires dans le privé, coûte 5 500 € et c'est 1 000 € de plus à l'hôpital public. Donc, si vous voulez, si on avait, et c'est ce que nous revendiquons dans cette tarification à l'activité, parce qu'il ne faut pas tromper nos concitoyens, nous revendiquons un même tarif. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 2300 actes, 2300, qui codifient l'ensemble des pathologies de la vésicule, l'appendicite, la prothèse, médecine, chirurgie obstétrique. Il y a aujourd'hui 28% d'écart entre ces deux tarifs. Donc, l'hôpital public coûte 28% plus cher tout ça, c'est bien fou, à la collectivité. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, alors qu'on a un déficit structurel de 700 millions d'euros, l'hôpital public, on ne peut pas continuer à laisser perdurer. Si les tarifs du privé étaient équivalents à ceux du public, ça nous ferait 7 milliards d'euros d'économie. C'est ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne a aligné les tarifs du public vers ceux du privé. Ils ont économisé 11 milliards. Ils ont même un excédent. Nous, excédent, ça fait 30 ans qu'on n'a jamais eu d'excédent, ça nous fait rêver. Ils l'ont fait. Expliquez-moi pourquoi nous n'arrivons pas à le faire en France. C'est comme attendez, René Caillet, expliquez-nous pourquoi on arrive. Moi, je veux bien répondre, mais pas sur la base de chiffres qui sont pourquoi vous contestez qui sont pas acceptables. D'une part, le chiffre, l'écart facial qu'évoque Lamine Garbi, qui est de 28%, on peut déjà le discuter, parce qu'on ne parle pas des mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes obligations organisationnelles, on n'a pas la même structure de production de coûts, ça serait long de l'expliquer, mais clairement, les 28% sont tout à fait contestables. Le déficit des hôpitaux, c'est pas 700 millions, c'est 400 millions.
millions, et si on retranche en plus les réserves qui ont pu être faites, nous on le chiffre à 180 millions. Donc on peut aussi là-dessus avoir un débat. Toujours est-il que ces chiffres ne sont pas valables. L'essentiel, c'est que la convergence tarifaire qu'évoque implicitement Lamine Garbi pour la FHP, c'est un sujet qui aujourd'hui est reconnu comme une mauvaise pratique, une démarche erronée qui conduit à l'abandon progressif de missions entières de service public. Et la mission du Sénat, qui vient de produire son rapport que tu évoquais, Patrick, tout à l'heure, met bien en évidence que c'est un aspect du fonctionnement tarifaire qu'on a connu ces dernières années qui est totalement à revoir. Et nous le souhaitons. Des activités Deux systèmes ayant des règles différentes n'ont aucune raison de quelles sont ces activités, des règles tarifaires identiques que vous devez assumer et que n'assume pas l'organisation des urgences telle que nous l'assumons. Dotation à part, vous le savez bien. Bien sûr, mais l'organisation... Financé à part, c'est pas dans le tarif. Un instant, j'ai pas fini. L'organisation des urgences et le mode de fonctionnement hospitalier induit, logiquement et légitimement d'ailleurs par le fonctionnement des urgences, est beaucoup plus complexe à gérer qu'une organisation programmée, identifiée, spécialisée dans une discipline comme c'est souvent le cas. Et on a une largeur de gamme dans les hôpitaux qui coûtent très cher, avec des activités de très courte dimension, avec des files de patients qui sont très courtes. On sait très bien dans l'industrie que quand on a une largeur de gamme importante, on génère des coûts de structure que vous n'avez pas dans une structure spécialisée qui se dédie à quelques métiers bien organisés, et c'est vrai, bien organisés dans le secteur privé en général. On ne compare pas deux secteurs comparables. Donc il faut arrêter de nous lanterner, de nous bassiner, j'oserais dire, avec cette histoire de la convergence tarifaire telle qu'elle est mise en place depuis 2004. C'est un système qui a vécu et qui doit cesser. Le tarif unique devra perdurer, parce qu'on ne peut pas accepter... On est en période de Jeux Olympiques, là. Donc c'est comme si, sur la finale du 100 mètres, vous aviez un concurrent qui avait, peut-être pas 28%, 25, 22 mètres d'avance sur les autres. Vous ne le rattrapez jamais. Vous ne le rattraperez jamais. Donc on ne peut pas accepter aujourd'hui d'avoir des finances publiques issues de la collectivité qui soient différentes d'un secteur pour un autre. Et qu'on arrête de me dire qu'on a des patients différents, parce qu'il y a 2300 tarifs, donc 2300 patients différents. Donc forcément, vous en avez des différentes. Mais vous avez un tarif qui correspond. Et l'enseignement, la recherche, toutes les missions qui sont faites aujourd'hui en priorité à l'hôpital, mais de moins en moins parce que nous allons aussi les faire, sont financées à part. C'est pas dans le tarif. C'est dans une enveloppe qui s'appelle MIGAC, donc c'est un terme qui est barbare, mais qui représente mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation. Et cette enveloppe-là, c'est 8 milliards d'euros. C'est autant que le secteur privé MCO. 8 milliards d'euros, c'est une enveloppe qui sert à financer les missions que les hôpitaux mènent et que nous ne menons pas aujourd'hui ou que nous allons mener de plus en plus parce que les missions de service public sont l'apanage aussi du privé. Patrick, oui, mais vous êtes oui, parce qu'il y a 2 points. Il y a premièrement, je pense que l'idée que notamment votre fédération a, c'est de monter des écoles privées de médecine. Je sais que c'était un peu dans les tuyaux. Si le résultat de l'élection présidentielle n'avait pas été celui-là, c'était quasiment inéluctable, puisque j'ai même un certain nombre d'éminents professeurs du public qui étaient candidats pour monter l'école privée d'anesthésie et réanimation, etc. Non, ça n'a jamais été abordé au sein de la fédération. Jamais. Mais c'est pas grave. Nous avons des écoles d'infirmières, par contre. D'infirmières, mais pas encore de médecins. Mais vous me donnez les idées. Vous me donnez les idées, c'est bien ça. Vous venez de parler de la recherche et vous vous félicitez que les internes viennent en formation dans vos établissements. C'est normal, non? Évidemment. Reconnaissez-le. Évidemment, il y a... Et ça a été l'erreur du service public, certaines spécialités ou certains gestes techniques qui ne se font plus dans les hôpitaux publics et qui sont entièrement partis dans le privé. Je vais prendre par exemple la pose des pacemakers sur Paris, c'est quasiment fait que dans les cliniques privées parce qu'un certain nombre de sommités, n'est-ce pas, estimaient que c'était pas formidable. Eh ben, on revient en arrière. On revient en arrière parce qu'ils s'aperçoivent que finalement c'était quand même assez important de le faire et ça fait partie en effet du parcours de soins, etc. Donc on revient en arrière. Le problème qu'on a, c'est que nous sommes, si je ne m'abuse, le seul pays européen où nous avons à la fois le service public hospitalier, le privé lucratif que vous représentez et les établissements participant au service public hospitalier. C'est pour ça que là, moi je crois, et ça rejoint le problème économique dont on parle, il faut un sens politique à tout ça. Merci beaucoup Patrick Pelou. Allez, on marque une nouvelle pause. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.